Bonjour tout le monde, on est vendredi après-midi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. C'est la semaine de vlog post-Montreuil, en sachant que là je reviens de Montreuil et que je suis en train de monter le vlog de Montreuil avec du contenu encore peut-être dimanche et encore lundi. Mais là j'ouvre mon vlog hebdomadaire avec vous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Je bois un petit coup. Parce qu'à Montreuil j'ai pas beaucoup bu, donc je me rattrape maintenant. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. En ce moment, je lis une épreuve non corrigée Nami, je ne peux pas vous en parler. C'est un livre de 400 pages, je suis à la page de 140, je crois, à peu près. Voilà. Et puis après, je vais lire La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez, qui me fera quelques jours. Et ensuite, j'ai le Cosy de C.L. Armer, Ils ne furent plus que 9. J'ai aussi le roman de François Allu qui s'appelle Le prix de l'étoile. Donc je vais voir comment s'organise la semaine. Mais voilà, là je pense que je vais finir le bouquin demain. On est vendredi, demain ou dimanche, et puis je commencerai la ballerine de Kiev dans la foulée. Il n'est pas très long, il fait même pas 300 pages, je crois. Le Cosy va se faire vite, le bouquin de François Allu va se faire vite aussi. Et puis normalement, je vais passer la semaine avec ces bouquins-là. Niveau audio, je suis dans La Sœur du Soleil de Lucinda Riley, et je suis à la page. Je suis à la page 174. Ouais, j'ai lu tout ça hier. J'ai écouté tout ça en voiture. On est donc avec Electra, qui est mannequin et qui est la plus électrique des sœurs, qui a un caractère très très trempé, qui sait exactement ce qu'elle veut pas, et elle a paumé la lettre de Passault. Voilà, c'est vraiment le truc. Son père est mort, elle s'entendait pas avec, elle s'est disputée juste avant sa mort, et elle regrette, mais elle trouve pas la lettre, ça l'énerve, et puis jusqu'au jour où en fait, elle retrouve cette lettre, accompagnée d'une photo où il y aurait sur cette photo sa grand-mère. Voilà, donc elle va partir peut-être au Kenya, parce que ça se passe au Kenya. Enfin, elle va partir, je pense, au Kenya. Mais voilà, j'en suis là, et je suis même au début de la deuxième, enfin de l'autre partie dans le passé. Nous sommes avec Cécilie à New York en 1939. Ah, j'avais pas vu ça. Bouclier kényan Maasai. Voilà, effectivement, je pense qu'on va partir dans les racines kenyanes. Voilà. Tranquillou, je n'aurais pas fini tout de suite. J'ai reçu dans la boîte aux lettres un petit colis de chez Pocket, un paquet. Ah, il y en a deux. Ah, oh, ah bah. Je vais vraiment lire du Tolkien en 2025. C'est La chute de Gondolin et Beren et Luthien. Luthien, je ne sais pas comment ça se prononce. Tout dans cette belle collection. Ça, c'est pas Minas Tirith? On dirait Minas Tirith. Ça vous dit quelque chose? Vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux. C'est Nicolas Caminade qui fait ses couvertures. Suivez Tuor dans les sentiers dérobés de la cité de Gondolin, probablement. Construit par les elfes pour échapper au dieu Morgoth, alors que leur aveuglement orgueilleux et la trahison de Méglin menacent de la détruire. Lorsque Morgoth lancera... ils ont choisi un jaune sur du bleu et c'est pas très lisible. Lancera ses armées menées par des dragons et des balrogs. Le dernier espoir résidera peut-être dans l'enfant né de Tuor et de l'elfe Idril. Ok. C'est un des 3 grands contes du premier âge. D'accord. Après le Hobbit, le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion. Ah oui, donc en fait, il y a les enfants... Mais je l'ai pas vu, les enfants de machin. Après, donc, Beren et Luthien, les enfants de Hurin et la chute de Gondolin. Et ça, c'est la chute de Gondolin, d'accord. Donc il me manque les enfants de Hurin. Donc ces deux-là, plus l'autre, c'est la trilogie, en fait, des 3 contes. Oh, il est abîmé. De Tolkien. Et celui-ci, Beren et Luthien... Des milliers d'années avant Aragorn et Arwen, un homme mortel, Beren, et une elfe immortelle, Luthien, voient leur amour assombri par le père de cette dernière. Loin de bénir leur union, le seigneur elfe demande à Beren d'accomplir une quête impossible, seule condition pour épouser sa fille, dérober un Silmaril au terrible dieu Morgoth. Et tandis qu'ils traversent ensemble 1000 périls vers sa forteresse, le destin et l'amour des 2 jeunes gens deviendront légendes. Une histoire d'amour à la Tolkien. Ouh, trop bizarre. Ah, ok. Mais très très étrange. Pourquoi? Ah, c'est un extrait du lait de Létien. Ok, c'est
Très étrange, d'accord. Et ben pourquoi pas. Oh, Tolkien, il avait une richesse incroyable quand même, ce gars. Ok, donc il y a des passages en verre. Enfin, c'est même pas en verre. Si, c'est le lait de Létien. Ok. Je ne connais absolument pas du tout, à part Le Seigneur des Anneaux et vite fait Le Hobbit. Je ne connais très très peu l'univers de Tolkien. Ils sont assez courts, hein, 288 et 336 pages. Et en sachant que là, on est dans les appendices. Et c'est plutôt 250 pages pour celui-là. Et là, on arrive... Ah oui, oh bah ouais, il y a tout un... Hop là, dis donc. Tout un truc de vocabulaire. Oh, 289 pages. Mais il y a... Ah, petit arbre généalogique. Oh, pas vu. Il y a 50 pages d'annexes avec la liste des noms. Ça, c'est pratique, parce qu'il doit y en avoir beaucoup. Et les notes complémentaires. Et le boulot de dingue. Le boulot de dingue, franchement. Donc voilà, pour les deux Tolkien, ils sont sortis le 14 novembre. Moi, j'ai les Hobbits et j'ai même le truc de l'étymologie de Tolkien. Donc franchement, là, ça va faire une belle petite étagère, je vais vous montrer. C'est joli, hein? J'aime bien. Faudrait que je fasse une photo des 4 pour un post. Voilà, bref. Merci beaucoup, Pocket. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais refermer cette petite page du jour maintenant. Et puis je vous retrouve, alors peut-être pas ce week-end. Ça va dépendre en fait, ça va dépendre de comment j'avance et de quand est-ce que je commence la ballerine de Kiev. Mais voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard. On est dimanche après-midi, je viens de faire un petit speech pour Montreuil, là, pour mon vlog de Montreuil. Et je switch tchic, sur le vlog de la semaine. J'espère que vous allez toujours bien. On a fait des achats à Montreuil. Eh bien, c'est pour mon fils. Et j'y retourne moi demain, plutôt pour moi. Donc vous verrez ça peut-être demain. Et sinon, niveau lecture, j'ai commencé et bien entamé La ballerine de Kiev. Il est magnifique. Il est sublime. C'est l'histoire de deux danseurs, en fait. C'est pas Svetlana, elle s'appelle Svitlana et Dimitro, alors D-M-Y, donc je pense Dimitro, qui est un couple d'étoiles. Et ils sont ensemble, en fait, c'est un couple, aussi bien sur scène que dans la vie réelle. Et on est le 24 ou 23. Alors, on est le 23 février 2022. Et le 24 février 2022, il y a les premières bombes en Ukraine qui sont arrivées, et donc la guerre en Ukraine que l'on connaît actuellement. Le 23, ils dansent le lac des Cygnes tous les deux. Ils ne se rendent pas compte que c'est la dernière fois qu'ils danseront ensemble. Le 24, c'est la guerre, c'est la panique, tout le monde est dévasté, la ville est dévastée aussi, il y a beaucoup de morts, il y a des bombes, il y a tout ça, c'est une tragédie. Et en fait, Dimitri va décider de s'engager dans l'armée pour combattre auprès des siens, auprès des Ukrainiens, contre les Russes, en tant que danseur étoile de l'opéra de Kiev. Et elle, Svitlana, va rester, va essayer de fuir, va essayer de se rapprocher des gens qu'elle connaît, va peut-être redanser. Il y a toute une réflexion autour de la danse, de la culture et de la guerre. Comment continuer à véhiculer la culture dans un pays de guerre? Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est magnifique, vraiment c'est superbe. J'ai mis quelques post-it, c'est sublime. Il y a un danseur qu'on trouve aussi qui s'appelle Vladimir, je crois, qui me touche beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a des passages, mais superbes, vraiment superbes. Je pense que ce sera un coup de cœur. Je ferai une chronique pas dansée, mais avec tutu et pointe. Pas sur moi, mais je sais que j'ai du matériel pour le faire. Donc voilà, et je suis déjà ici à la page 157, et j'en fais 240. Il sera terminé demain. C'est trop bien. Je suis très très contente. Je me doutais qu'il allait me plaire. Je l'avais vu chez Magda, et je me suis dit, pourquoi pas. Et puis j'ai vu d'autres chroniques, et je me suis dit, ouais, ok, carrément. Donc je l'avais pris à Nancy. Et je resterai dans la danse ensuite, puisqu'après je lis Le Prix de l'Étoile de François Allu, qui était aussi danseur étoile de l'Opéra de Paris, et qui raconte un peu sa vie, mais qui a l'air un peu moins poétique, je pense, parce qu'à mon avis, lui, il a quitté en fait
l'opéra presque au lendemain de sa nomination d'étoile. J'ai vu une vidéo sur Instagram, je ne sais plus sur quel site, peut-être Brut ou Combini, un truc comme ça, où il explique en fait tout le chemin parcouru et tout son ressenti. Et je peux comprendre pourquoi il s'est barré. Voilà. C'est une institution, l'opéra, avec une grosse hiérarchie, avec des gros codes. Et soit on rentre dans le moule, soit on n'a pas du tout envie d'y rentrer. Dans ces cas-là, on s'en va. Et c'est ce qui est arrivé. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre les deux. Je peux comprendre qu'on y reste par passion et par amour de la danse et par envie de performance et par envie du titre d'étoile. Et je peux comprendre qu'on se barre parce que c'est juste pas possible quoi, de rentrer dans ces cases. Donc les deux sont totalement recevables. Voilà, en tout cas, je passe un excellent moment, même si c'est très dur, hein, c'est la guerre. Mais c'est super beau, c'est très bien écrit, c'est très poétique. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprends demain peut-être pour vous montrer un petit peu les achats à Montreuil. Si je craque à Montreuil, mais je pense qu'il y a des chances que je craque. C'est comme ça, c'est Montreuil, j'y peux rien. Prochain salon, c'est quand? Oui? Oui, j'arrive. Je sais pas quand c'est. Je sais pas. Mais c'est pas tout de suite. Nous sommes lundi matin et j'ai eu un coup de foudre. Un coup de foudre, les larmes aux yeux dans le métro. Sur la fin, c'était magnifique, c'était absolument superbe. Vraiment, c'était sublime, sublime. Incroyablement bien écrit, très poétique, très dur, trop actuel, parce que c'est ce que vivent encore les Ukrainiens. C'est dingue, c'est dingue. Et cette histoire avec la danse, avec ce couple de danseurs qui est séparé par la guerre, lui qui s'engage, elle qui décide de rester pour essayer de danser, et qui va essayer de se reconstruire au travers de la danse, peut-être pour pouvoir se représenter encore sur scène. C'était poignant, et la fin, voilà, il y a plein de moments avec la petite Anna notamment, avec Vladimir aussi, Vadim. Je savais que ça allait me toucher, et là, clairement, j'étais dans le métro, comme ça. Voilà, c'était très beau, c'était vraiment magnifique. Vraiment, lisez-le. Alors, peut-être que j'ai été très sensible parce que je suis dans la danse. N'empêche que c'est magnifique. Voilà. C'est superbe. Désolée, j'étais interrompue par un coup de fil. Je vous disais donc à lire absolument. Je reste dans la danse puisque je lis la biographie, l'autobiographie même de François Allu, Le Prix de l'Étoile, qui a été nommé Étoile de l'Opéra de Paris, qui est parti après parce qu'il en avait marre en fait, d'attendre tout le temps, d'avoir des rôles, d'attendre pour tout en fait. Et en fait, il s'est épanoui dans le... Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Voilà, il intervient en entreprise pour apporter des solutions créatives aux défis de demain. Donc, il a l'air un petit peu... à côté du coup de l'opéra, mais ça peut donner un regard assez intéressant. J'ai commencé, je suis à la page 40, et j'ai mis mon petit marque-page de danseuse. J'en ai plusieurs, mais j'ai pris celui-ci. Donc voilà, il est sorti chez Robert Laffont début octobre, il me semble, et voilà, je pense qu'il sera vite lu, à mon avis, on est lundi, demain, mercredi, il sera terminé. Largement, il est pas long, hein, il fait 200... Ah ouais, carrément. Révérence. 230 pages, donc vraiment... Je vais peut-être lire encore un petit peu cet après-midi, je lirai demain. Ah, demain, je prends la voiture. Je vais voir. Mais en tout cas, il sera vite fini, je pense. Et après, je lis quoi? Ah, et il n'y offre plus que 9 dossiers. Et l'Armeur, qui est le tome 4. Ils étaient 10. Ils étaient 6. Ils étaient 5. Ils étaient 7. Je sais plus. Bref, si et l'Armeur, le club des amateurs des romans policiers. Donc voilà, je vous avoue que j'ai plus le même engouement qu'au début de cette saga. Donc peut-être que c'est pour ça que je repousse la lecture. Peut-être que j'ai moins envie de le lire. Peut-être qu'en fait, je vais pas le lire tout de suite. Peut-être que je vais le repousser encore. Alors que ça fait un moment que je l'ai. Mais voilà, je sais pas. Peut-être que je me lasse un peu parce que le tome 2, j'avais pas trouvé ça dingue. Le tome 3 était beaucoup mieux. Apparemment, le tome 4 est très bien aussi. En fait, je sais pas. Je vais voir. J'ai Noël au 4 cafés aussi. Et puis Meurtre et Pudding de Noël, là pour mes 2 lectures de Noël. Et peut-être que je lirai un petit jeunesse de Montreuil parce que j'ai craqué. Donc je vous montre pas ça ici. Si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai acheté, il faut aller dans le vlog de Montreuil à la fin où je fais mon débrief. J'ai acheté 2 livres jeunesse et je suis très contente. Ils sont petits et ils seront super vite lus. Donc je suis très contente. Ils n'étaient pas sur ma liste. Mais c'est pas grave, ma liste est toujours là. J'ai une wishlist de 24 bouquins. Donc voilà, je reprends celui-là. Tout à l'heure, je vais continuer Lucinda Riley, la sœur du soleil, parce que je prends la voiture. Demain, je prends la voiture aussi. Et je vous reprendrai, pas demain, je pense. Peut-être jeudi seulement. On verra. On est mardi matin et je vous fais un petit blabla car ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Je suis sur le périphérique A50 et je vais en école ce matin parce que je rattrape des cours. Donc
j'ai un peu de temps de route. Et comme j'aurai pas le temps de vous prendre aujourd'hui, je vous prends maintenant, histoire de discuter. Alors je m'excuse par avance peut-être pour le son qui n'est pas idéal et pour les vibrations peut-être qui ne sont pas idéales non plus, je n'y peux rien. Mais voilà, je voulais vous parler un peu calendrier de l'Avent parce qu'on a un peu déjà une overdose sur Instagram de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je voulais savoir ce que vous en pensiez vous, parce que moi ça me dérange pas, bref. En fait, quand je vois des stories calendrier de l'Avent, je passe, c'est tout. Et puis voilà. Il y a des fois des idées. Alors j'ai découvert qu'il y avait des puzzles calendrier de l'Avent que je trouve vraiment classe. Mais bon, on en a déjà pas mal à la maison avec mon fils. Et puis il n'est pas passionné par ça. Et en fait, au bout d'un moment, ma voiture est très très sale. Et au bout d'un moment, je pense qu'il faut de la place pour tous ces calendriers-là. Ce que nous n'avons pas. Et en fait, les calendriers, finalement, enfin les puzzles, moi, la frustration, c'est de me dire, je l'ai fait, et maintenant, je dois le ranger, donc je dois le défaire. J'ai pas envie. Après, j'ai les petits puzzles de Caro from Woodland, et j'ai vu qu'il y en avait des petits aussi, des puzzles calendrier de l'Avent en mini, en fait, un par jour, un petit par jour, genre 99 pièces, ou je sais plus quoi, 100 pièces par jour, ce qui est pas mal. Mais voilà. Et je viens de voir inauguration Notre-Dame, éviter Paris-Centre. Et oui, Notre-Dame réouvre dimanche, donc c'est cool. Et en même temps, on n'est que mardi. Pourquoi ils disent éviter Paris-Centre? Est-ce qu'ils mettent déjà en place des barrières, des trucs? Peut-être. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ça tombe bien, on va pas sur Paris ce week-end. Tant mieux. Donc voilà, calendrier de l'Avent. Est-ce que vous en avez? Moi, j'en ai pas cette année. Mon fils en a 2. Mais c'est des calendriers de l'Avent Lego. Voilà, il n'y a rien à manger. et on a à manger puisqu'on fait des gâteaux de Noël toutes les semaines, enfin tous les week-ends. Donc a priori, on n'a pas besoin, en sachant que ma belle-mère nous fait les gâteaux. Alors vous savez, en Alsace, il y a vraiment une place très 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 importante qui est donnée à Noël, parce qu'il y a Saint-Nicolas qui arrive le 6, c'est bientôt d'ailleurs le 6. Et après il y a Noël, donc il y a beaucoup de décorations en Alsace, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller pendant les fêtes, c'est superbe. Et les marchés de Noël, machin. Et il y a les gâteaux en fait. Et là, ma belle-mère a fait 12 sortes de gâteaux différents. Voilà. Et elle fait des boîtes, des grandes boîtes en fait, pour nous en offrir, pour nous en envoyer en fait à mon beau-frère et nous. Et donc on devrait recevoir ça très prochainement. Donc à mon avis, niveau gâteau de Noël, on est pas mal. Et puis nous, on fait juste des petits sablés avec mon fils. Donc on a vraiment un niveau 0,5 comparé à ma belle-mère qui a un level tu peux pas tester au niveau gâteau. Donc voilà. Mais c'est une période qui est quand même très très sympa. On le sait, hein, bien sûr, moi j'aime beaucoup Noël. J'aime beaucoup cette période-là de décembre et tout. Et voilà, c'est festif. Le seul truc pas cool, c'est que là en ce moment il fait pas un temps extraordinaire et qu'il fait nuit très tôt et qu'il fait jour très tard. C'est comme ça, tous les ans on se dit la même chose. De toute façon, c'est très français de se plaindre tout le temps. Donc on va arrêter parce qu'en été on aura beaucoup trop chaud. Voilà. Niveau lecture, j'ai pris François Allu avec moi dans la voiture. Non pas pour le lire en voiture, mais pour le lire quand je vais arriver, parce qu'il n'est pas impossible que j'arrive un petit peu tôt, vu que je prévois toujours d'arriver très à l'avance. Le temps que je me gare, j'ai peut-être une vingtaine de minutes d'avance. Donc si je peux avancer quelques pages, je le ferai. Voilà. Et puis à part ça, c'est tout. Je vous reprendrai normalement jeudi, a priori. J'aurai fini le François Allu. Et pour la suite, je ne sais pas trop, ça va dépendre de ce que je reçois. Soit c'est le tome 2 du Secret de Deveril avec les héritières de Deveril, soit ça peut être une autre lecture complètement différente, soit ça peut être un roman de Noël, peut-être Noël aux 4 cafés, ou... non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ça, je suis très rouge. Waouh. Et du coup, voilà, vous verrez bien. Hop là, si je passe la première, c'est mieux. Vous verrez bien. Ne vous inquiétez pas, je regarde la route, 99% du temps. Et je suis dans les bouchons en plus, donc ça n'avance pas bien vite. Donc voilà, je vous reprends a priori jeudi et je conclurai ce vlog. Peut-être je vous referai un coucou samedi, parce qu'exceptionnellement je travaille samedi. Et comme ça j'aurai un petit peu de contenu au niveau des lectures. Voilà, écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes jeudi matin, je vous reprends pour vous parler de mes lectures. En papier, j'ai terminé le livre de François Allu, Le Prix de l'Étoile, et c'était pas une très bonne lecture, parce que malgré le fait que François Allu soit un excellent danseur et qu'il nous raconte son parcours à l'opéra, j'ai pas aimé les digressions, j'ai pas aimé
Alors, les digressions, c'est les passages en italique. En fait, il y a des chapitres entiers qui sont en italique, qui sont très, très contemplatifs, très égocentrés, très poético. Je me révèle, je vous montre ma vraie personnalité, les personnes qui comptent à travers plein de métaphores. Enfin, vraiment, c'était vraiment des moments qui m'intéressaient pas du tout. Au début, c'était intriguant. Et après, voilà, ça m'a complètement fait décrocher. Donc je l'ai fini, je vous avoue un peu en diagonale. Je suis assez déçue parce que finalement, je me pose même la question, quand on rentre à l'opéra, on rentre dans une institution très très hiérarchisée et on accepte en fait cette hiérarchie. Si on n'est pas content, on s'en va en fait. C'est comme tout, t'es pas content, tu te barres, voilà, t'es grand. Lui, c'était son métier, c'était sa passion, la danse, et il en a fait son métier. Il a été assez amoché psychologiquement, parce qu'il attendait ce titre d'étoile, parce qu'on lui avait promis que ça ne venait pas. Puis il y a eu le Covid, puis il a eu une révélation pendant le Covid de faire autre chose, de se tourner vers d'autres pratiques artistiques, entre guillemets, puisqu'il a monté son one-man show, enfin son stand-up, je sais pas quoi. Et c'est super, en fait, c'est un mec hyper créatif, mais qui n'était pas... Oui, j'arrive. Donc je disais, finalement, c'est un gars qui est hyper créatif et qui ne rentre pas dans les cases de l'opéra, qui de base n'était pas fait pour les cases de l'opéra parce qu'il prétendait à autre chose finalement. Et même malgré tout le talent qu'il a, il y en a qui sont faits pour l'opéra, il y en a qui ne sont pas. Et il y en a qui s'épanouissent à fond là-dedans, dans ce parcours, dans cette attente, jusqu'au titre d'étoile. Il y en a qui sont dégoûtés parce qu'ils n'obtiennent jamais le titre d'étoile. Il y en a qui obtiennent le titre d'étoile et qui, hop, bifurquent ailleurs. Il y en a qui restent premiers danseurs, premières danseuses et qui vont dans d'autres ballets dans le monde en fait, danser plus parce qu'ils en attendent quand même un petit peu plus. Donc il y a plein de schémas différents, mais là vraiment c'était très très égocentré. Voilà, non, ça m'a pas plu. J'aime bien l'opéra, même s'il y a plein de choses négatives, plein de choses qui vont pas, qui me révoltent, qui m'énervent, qui m'agacent. Il y a quand même quelque chose qui m'attire quoi là-dedans. Tu peux rien. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup aimé le livre d'Aurélie Dupont, qui elle est rentrée dans les cases, mais qui a été rebelle, mais pas trop. Et il en parle de ça. D'ailleurs, je sais plus où c'est, j'aurais dû le noter. Rebelle, c'est bien. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je n'ai pas dit, non, c'est pas ça. Rebelle, c'est bien. Voilà. Rebelle, c'est bien, mais rebelle discipliné, c'est mieux. C'est un peu ça. Faut pas être trop rebelle à l'opéra. Parce qu'on te le fait comprendre et parce que sinon, t'atteins jamais le titre que tu veux, en fait, finalement. Donc c'est très, très injuste. Malheureusement, ça fait tellement, tellement longtemps que c'est comme ça, que c'est difficile de bouger ce genre d'institution. Benjamin Millepied, qui a été nommé directeur il y a quelques années, qui n'est pas resté très longtemps, il a essayé de casser un peu les codes. Malheureusement, il a été remercié en fait. Donc voilà, c'est très compliqué l'opéra, très très compliqué. Mais bon, voilà, c'était pas dingue, c'est pas bien grave. J'ai continué avec un livre qui n'était pas du tout prévu. Parce que j'étais un peu saoulée. Je suis un peu saoulée d'Instagram en ce moment. Alors ça m'arrive souvent, ça dure 3 heures, 2 jours, 1 heure, 3 minutes, voilà. Et puis j'y reviens, je me remets en question, je remets tout en question, et puis j'y reviens. Et là pour les lectures, je m'étais dit, bah, j'ai pas envie de rien. Et je me suis rappelé il y a 2 jours que Pascal Roldenmas m'a proposé de lire son nouveau roman que j'ai acheté parce qu'il est uniquement en numérique, ça s'appelle La Belle oubliée. Et donc moi je l'ai pris sur Kobo, il fait 300 pages, je dirais à peu près. Il est trop bien et j'aime tellement. Je l'ai commencé hier, j'ai lu 30% à peu près, je crois. C'est l'histoire de Juliette qui habite à Marseille et qui va tomber sur une lettre de son grand-père qui va parler de ses origines corses et de sa famille, en fait, où elle aurait apparemment des origines corses. Elle n'en sait pas plus, sa grand-mère ne veut pas en entendre parler, elle veut pas trop remuer le passé. Et puis on suit un autre, ouais, j'ai lu 33%, on suit un autre jeune homme qui s'appelle Romain, qui, on le découvre quand il va à une cousinade où ils sont 200, je sais plus combien, enfin ils sont plein, plein. Et ils sont en Vendée, je crois. Et ils ont de la famille partout. Donc il y a vraiment le lien familial et généalogique dans ce bouquin-là. Et c'est une double temporalité, puisque nous sommes en partie à l'époque actuelle, et on retourne dans le passé en 1914. Et là, on va découvrir les ancêtres de Juliette, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est très intéressant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la plume, ça se lit très bien.
saga familiale, double temporalité, ça fonctionne hyper bien. Il est, je crois, à 2,50 €, 60 sur Kobo, sur Kindle, tout ça. Donc vraiment, si vous voulez un bon roman, je m'avance un petit peu parce que j'ai lu qu'un tiers, mais c'est très bien, c'est vraiment très très bien. C'était exactement la lecture qu'il me fallait, sans prise de tête, pas prévue et surprenante, et ça me va. Donc c'est trop bien. C'est La Belle oubliée de Pascal Raoult Delmas. Je sais pas si vous voyez bien. C'est celle qui a écrit La Compagnie des livres, qui avait été un énorme coup de cœur il y a longtemps. Elle a écrit aussi Un enfant à tout prix et elle a écrit autre chose. Elle était chez Charleston et puis elle n'y est plus. Donc là, c'est un roman auto-édité et elle a besoin d'un peu de visibilité. Donc je me permets de vous transmettre cette information. Lisez Pascal parce qu'elle écrit très bien et c'est très intéressant. Donc voilà, La Belle oubliée, c'est ma lecture encore aujourd'hui. Demain, ouais, samedi, je pense. Et puis dimanche, avec Estelle, on lit Noël aux 4 cafés de, je sais pas comment elle s'appelle, chez Nami, voilà, c'est un roman de Noël, ce sera parfait. J'en ai deux, j'ai celui-là et Meurtre et Pudding de Noël. Et là on lit Meurtre aux 4 cafés, pas du tout. Oh, ça serait horrible. Meurtre aux 4 cafés. Oh, Causerie Mystery avec des chats qui sont tués. Bah non, ça se vendrait pas beaucoup, je crois. Donc voilà, Noël aux 4 cafés. Et la semaine prochaine, je sais pas, on verra. Je conclurai ce vlog peut-être demain, peut-être samedi, je verrai. J'ai rien dans la boîte aux lettres, mais j'attends un album parce que j'ai participé à la masse critique Babelio et j'ai gagné l'album Le Renard du Père Lachaise que j'avais vu passer chez Emma, le grenier d'automne, et qui me tentait beaucoup. Et j'avais vu qu'il était dans la masse critique. J'en avais commandé 3, je crois, et j'ai été retenue pour celui-là. Donc le but de la masse critique, c'est une fois par mois sur Babelio. Vous pouvez demander des bouquins, alors c'est selon la demande, hein, bien sûr. Et quand vous en recevez un, vous avez un mois pour le lire et le chroniquer sur Babelio. Ça va, on est le 5, je l'ai toujours pas reçu. Et si je le reçois aujourd'hui, ça fait 5 janvier. Et comme en début janvier, je lis des graphiques, je pourrais totalement l'inclure dans ma semaine de graphiques début janvier et le chroniquer dans la foulée. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse là. Je vous reprends si j'ai du courrier, ça je vous montrerai. Sinon, peut-être demain. Demain, ça va être tendu. Peut-être samedi. J'essaie d'avancer un petit peu les lectures et puis de vous chroniquer quand même, de vous parler de celui-là. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai avancé La Sœur du Soleil. J'en suis là. Je suis pas très convaincue pour l'instant. J'aime pas trop le personnage d'Electra, même si elle évolue. Et la partie dans le passé me parle pas trop. Voilà, donc c'est vraiment pour l'instant le tome que j'aime le moins, personnellement. Mais j'ai lu qu'un tiers. Un gros tiers. Voilà. Ça peut évoluer, bien sûr. Donc on verra, mais je reprends la voiture aujourd'hui, donc je vais l'avancer. Je prends la voiture samedi, donc je vais l'avancer. Et voilà, et ce sera pas mal. Je l'aurai fini, je pense, avant les vacances. Ça, c'est cool. Comme ça, en janvier, je commencerai une nouvelle lecture, je pense. Voilà. On est toujours jeudi, je viens d'arriver au boulot et j'essaie de faire tenir mon téléphone, mais c'est pas fou. Comme ça, je parle comme ça. Là, vous êtes droit, enfin vous n'êtes pas droit, mais j'essaie de me mettre droit en fonction de vous. J'écoute, j'en ai déjà parlé, des podcasts, dont un qui s'appelle Change ma vie. C'est Clotilde Dussoulier et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et il y a toujours au moins un épisode qui me branche. Et là, c'est sur Votre attention est-elle en danger? Et c'est super intéressant, vraiment. Je vous le conseille, voilà. C'est pas du tout un podcast lecture, mais je vous le conseille. Et il y a un truc vachement bien aussi, c'est que j'écoute aussi 50 States, un podcast de quotidien. Et là, je suis tombée au pif, j'ai mis le premier épisode que j'avais téléchargé, c'était sur le Kansas. J'ai appris que les frères Dalton ont vraiment existé. Et que, au Kansas, il y a une interview toujours d'un journaliste ou de quelqu'un qui connaît l'État en question. Là, il dit qu'en 1959, il y a eu un quadruple meurtre. Tout ça, je fais « Ah, les Clutter !» Et oui, si je vous parle de ça, c'est parce que ça a été l'objet d'un des plus grands livres de la littérature américaine. De sang-froid. Un livre de Truman Capote qui s'appelle De sang-froid. J'ai fait voilà, coïncidence, parce qu'en plus hier soir il y avait le film Truman Capote qui était diffusé sur Arte. Il y en a beaucoup sur Instagram qui m'ont envoyé un message en disant hey, il y a le film ce soir. Je le savais, je l'avais vu. Je l'ai commencé, je l'avais emprunté à la médiathèque, je l'ai commencé avec mon mari, je lui avais expliqué un petit peu le contexte, parce que voir juste ce film-là sans avoir le contexte, je pense que c'est compliqué à comprendre. Donc il avait le contexte, malgré tout, il déteste la voix du personnage, mais en fait c'est hyper représentatif de Truman Capote. Une voix très aiguë comme ça, un peu qui a l'air un peu bête, qui ne l'est pas du tout. Et il trouve le film assez long, assez lent, et il voit pas trop d'intérêt pour l'instant. Donc je pense qu'on va arrêter là et que moi je finirai le film toute seule. Mais c'était assez drôle comme coïncidence de hier soir avoir le film et ce midi là écouter l'épisode sur le Kansas avec de sang-froid.
Trop de coïncidences. Voilà, bon, je vais aller bosser et puis j'ai pas avancé La Belle Oubliée encore, j'ai même pas écouté La Sœur du Soleil là parce que j'ai écouté des podcasts. Peut-être que j'écouterai un petit peu ce soir. Mais j'ai une envie de podcast là en fait. J'ai une envie de faire un peu le vide tout autour de tout. Donc d'écouter des podcasts, ça me fait plaisir aussi. Et puis voilà, bon allez, je vous laisse, je vous reprends demain. Peut-être demain. On verra. On est vendredi matin, hier soir j'ai avancé un petit peu La Sœur du Soleil. Je suis page 388 sur 945, je suis pas encore à la moitié. Et je n'accroche pas. Je n'accroche pas à Electra, je n'aime pas Electra. D'habitude, la narratrice m'accroche justement un peu plus. Et là, vraiment, j'aime pas ce personnage. Je la trouve hyper fausse, très dans l'apparence. Bon, après, c'est son caractère, hein. C'est la plus électrique des sœurs. Mais là, vraiment, ça tourne autour de la drogue, de la cure de désintox, de la prise de conscience de ses origines aussi, tout ça. Ok, mais je n'accroche pas du tout à cette histoire. Je continue, hein, bien sûr, parce que c'est toujours plaisant d'écouter les 7 sœurs, mais vraiment, je l'aime pas, celle-là. Alors peut-être que je vais préférer la partie dans le passé, même si, de ce que j'en ai lu, pour l'instant, non. Alors je ne sais pas quand je retourne dans le passé. Page... combien par... Ah bah bientôt. Même pas 100 pages. Ah bah oui, 70 pages, ok. 70 pages et je retourne avec Cécilie au Kenya en 1939. Voilà, mais c'est vraiment pour l'instant le tome qui me plaît le moins. C'est comme ça. Par contre, un papier numérique, je suis à 65% de La Belle Oubliée et je passe un excellent moment, vraiment. Je suis pendant la guerre de 14 avec les femmes et les mères et les enfants, les filles des soldats qui sont partis au front et qui se retrouvent seuls et qui doivent trouver un moyen de se loger, de se nourrir. Et on est donc avec Marie qui va, elle, faire un peu de couture pour les soldats français parce que leurs costumes ne sont pas très discrets. Et on choisit de les recouvrir en fait d'un tissu un peu plus sombre. Donc il faut coudre ce tissu sur les uniformes et elle va être engagée en fait, elle va servir d'aide et puis il va y avoir un lien avec l'association de la Croix-Rouge aussi et puis il va y avoir d'autres femmes qui vont se proposer d'aider et puis elle va rencontrer d'autres femmes, c'est très 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 intéressant. Il y a aussi le lien avec les Alsaciens, les Alsaciennes, dont l'Alsace était allemande à l'époque, et qui vivent très très mal cette occupation, et le fait de ne pas avoir le droit de parler français, de ne parler que allemand, enfin voilà, c'est hyper intéressant, historiquement, vraiment très très intéressant, c'est bien écrit, vraiment foncé, c'est un tout petit prix, et Pascal écrit super bien, la compagnie des livres était géniale, il y a Un enfant à tout prix aussi qui était très très beau, et voilà, vraiment foncé si vous voulez une petite lecture réconfortante, historique, et qui paye pas de mine, vraiment, qui est très intéressante, foncez, La Belle Oubliée, c'est vraiment génial, et je pense le finir demain, et vraiment, je regrette qu'elle soit pas sortie en papier finalement, parce que j'aurais voulu faire là une belle photo avec une chronique et tout, et la mettre en valeur, et je sais que faire des photos avec sa Kobo, c'est pas méga vendeur, mais c'est comme ça, en tout cas j'en parlerai sur Insta, et vraiment... Foncez. Je suis très contente que Pascal m'ait proposé de le lire, parce que je serais peut-être passée à côté, enfin voilà, je me serais dit ah oui un jour, et là j'avais un trou dans le planning, c'était parfait, donc j'ai foncé et j'ai bien fait. Voilà, je n'ai rien dans la boîte aux lettres, j'attends toujours le renard du Père-Lachaise, qui a été visiblement envoyé le 29, mais je pense que mon facteur a décidé d'arrêter de faire des livraisons de courrier, voilà. Et sinon, j'ai écouté ce matin le début d'une vidéo, que vous connaissez peut-être, c'est Varion les éditions en live. C'est un compte Instagram, Vleel, Varion, ouais, V-L-E-E-L. Alors, à la base, Varion les éditions, c'était un compte Instagram qui proposait de visibiliser les petites maisons d'édition. Parce qu'on voit toujours les mêmes maisons d'édition et que Anthony, qui est à l'origine de ça, c'est Serial Lecteur Nyctalope, a décidé de mettre les petites maisons d'édition en avant et je me demande s'il n'y avait pas un prix. Ça a été après, je crois. De mettre en avant voilà, les petites maisons d'édition, les titres qui ne sont pas bankable sur Instagram, qui ne sont pas forcément mis en avant dans les librairies. Et lui, il a décidé voilà, de les mettre en avant sur ce compte-là. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi. Puis est arrivé le confinement. Donc là, je vous parle de quelques années déjà. Et pendant le confinement, Anthony a décidé de faire des lives sur Zoom, tout ça, donc de s'inscrire à des lives avec les maisons d'édition. Donc
demandez aux éditeurs, demandez aux auteurs de rejoindre ces lives et de discuter pendant 1 heure du choix des maisons d'édition, des titres qui la composent, tout ça. Et c'est hyper intéressant. Tout est sur YouTube, VLEEL. Il y a plus de 300 émissions, c'est passionnant. Et là, une des dernières émissions, c'est sur le label Verso, que vous connaissez, parce que Benoît y travaille maintenant. Et puis il y a Glenn Tavnek aussi, qui travaille, donc qui est directeur éditorial, et qui publie juste plein de titres maintenant, qui ont un peu le vent en poupe, et tant mieux, parce que c'est vraiment des titres de qualité. Moi, L'Oiseuse de la Reine, j'ai adoré. Le Secret de Deveril, j'ai adoré. Les Temps d'Imity, j'ai adoré. Knittel and Bone, j'ai adoré. Donc vraiment, c'est un label, j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Mais Cucu me tente beaucoup, j'avoue. De tout ce que j'en vois passer là, Cucu m'interroge beaucoup, peut-être vous l'avez lu. J'ai vu qu'il avait, pareil, un peu le vent en poupe. Qui l'a adoré, c'est Virginie Efira, apparemment, qui a beaucoup aimé. Et Matou aussi, qui l'a mis en avant là, sur Instagram, j'ai vu ça ce matin. Donc vraiment, il n'est pas impossible que je craque à un moment donné sur ce bouquin-là. Donc ça parle du label Verso, donc c'est Glenn qui est interviewé, et c'est hyper intéressant parce qu'il parle de son parcours, et il parle du fait que la littérature qu'on connaît classique maintenant est avant tout de la littérature populaire, en fait, de base. Tous les classiques sont à la base des livres de littérature populaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Zola, tout ça, c'est de base la littérature du peuple en fait. Et ça s'est transformé en classique très élitiste alors qu'à la base c'était pas du tout fait pour ça. Donc c'est assez intéressant, donc je vous conseille très très fortement ce compte Instagram et cette chaîne YouTube parce que vraiment c'est dommage de passer à côté. Il y a du très très bon contenu, il y a des maisons d'édition qu'on connaît pas forcément, d'autres qu'on connaît parce qu'on les voit passer un peu plus. Et puis et ça visibilise vraiment pas que toujours les mêmes titres, toujours les mêmes maisons, et c'est ça qui est chouette aussi. Je pense que vous êtes ici un petit peu pour ça aussi, pour ne pas avoir que les nouveautés qui sortent à chaque fois. Et je pense que cette chaîne YouTube et ce compte Instagram peuvent vous intéresser. Voilà, j'en ai beaucoup dit, je vous laisse là, je vous reprends un peu plus tard. On est samedi matin, je suis arrivée au boulot, j'ai pas fini La Belle Oubliée. Je crois qu'il me reste 4% à lire, c'est vraiment pas grand-chose. J'arrive au dénouement là, c'est hyper généalogique, c'est très intéressant. Mais il faut que je sois vraiment concentrée, je peux pas lire comme ça vite fait la fin. Je veux vraiment me concentrer pour la comprendre et pour faire j'ai hâte. Donc je suis trop contente de finir ce bouquin-là. Parce que ça conclut et c'est très très bien fait. Après, je vais lire Noël au 4 cafés demain. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps de lire, de toute façon, je finis tard. Et sinon, je voulais encore vous recommander un podcast que je mettrai ici. C'est La Jungle des mots. C'est Héloïse, Hello the Jungle, sur Instagram, qui a créé son podcast quand il y a bien 6 mois maintenant, je pense. Et elle a déjà fait 10 épisodes. Et le dernier, c'est sur la foire du livre de Brive. En fait, elle donne, donc elle est avec son book club à Toulouse, et elle donne les achats du jour, tout ça, le vendredi, le samedi soir. Elle interviewe un petit peu ses copines aussi du book club. Et puis, elle parle aussi des auteurs qui sont présents et elle les interviewe. C'est trop cool. Il y a Delphine Minouis et puis une autre reporter de guerre qui s'appelle Dorothée, je sais plus comment. Il y a Ludovic et Christian de Manchette et Niemiec. Il y a Nicolas Druard et puis il y en a plein d'autres. C'est passionnant. Donc écoutez vraiment ce podcast parce qu'elle a toujours plein d'idées, de thèmes, de choses comme ça. Les book calls sont intéressants. Tous les retours qu'elle donne aussi sont intéressants. Elle fait des recherches. Et puis là sur Brief, c'est vraiment super chouette. Ça me donne encore plus envie de lire des gens. C'est chouette. Mais j'ai pas le temps. Mais là, le Delphine Minouis, le dernier, je crois que je craquerai parce qu'il a l'air trop intéressant. Et Delphine est super intéressante, adorable et voilà, si vous n'avez pas lu Delphine Minouis, moi je vous conseille de commencer par Les Passeurs de Daraya quand même, parce que c'est un bouquin de dingue. Et puis sinon, L'Alphabet du silence est magnifique. Et lisez Delphine Minouis. Bref, voilà. Bon, je vous laisse là, je conclurai le vlog demain, comme ça je vous donne vraiment mon avis final sur La Belle Oubliée. Et puis voilà, donc à demain. Nous sommes dimanche matin et je viens conclure cette semaine de vlog dans ma cuisine. J'ai fini La Belle Oubliée, c'est dans mon sac, je mettrai la photo ici, de Pascal Raudelmas, et c'était une très très belle lecture, vraiment hyper intéressante sur la généalogie, sur la famille et puis sur le lien avec la guerre de 14 et ces femmes qui ont travaillé pendant que les hommes étaient au front. C'était super intéressant, très bien écrit. J'ai passé un très très bon moment. Il y a juste un petit truc à la fin qui m'a fait dire non, non. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais vraiment c'était une très très belle lecture, une super découverte. J'en attendais rien, j'attendais la découverte et j'ai été très surprise et très agréablement surprise. Donc ça c'est cool.
Je vais commencer demain Noël au 4 café. Aujourd'hui, je vais lire soit un manga, soit un magazine. J'ai arrêté mon abonnement à la Déferlante parce que j'en ai 14, je crois. Et je n'en ai pas lu un seul, donc j'arrête. Voilà, peut-être que je reprendrai quand je les aurai lus. Mais je me dis que ça sert à rien d'accumuler sans les lire de toute façon. Et je reprendrai probablement plus tard. Là, je suis sur mon ordinateur et en fait, j'ai accès grâce à ma médiathèque en ligne à des magazines, notamment Lire Magazine. Ça, c'est trop cool parce que je peux lire en ligne. Ça fait partie de mon abonnement. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Et il y a le classement, vous savez, des meilleures ventes livres des 15 derniers jours. Donc là, c'est du 1er au 15 novembre 2024, en sachant que il y a eu le Goncourt qui a été remis. Donc bien sûr, le premier à être meilleure vente, c'est le Goncourt. Ensuite, c'est Gaël Faye. Après, il y en a plusieurs. Voilà. Dans le top 10, en fait, il y a une autrice, c'est Mona Chollet, qui est 10e. Et je regardais un petit peu au niveau des BD, de tout ça, de la diversité des formats. Il y a 4 BD dans le top 10 et 4 romans et donc un essai. Non, pardon, 3 romans, un essai et un livre de beaux-arts. Voilà, donc c'est assez varié finalement. Et je trouve ça assez intéressant. Je vous le dis, hein, donc il y a Ouris, ensuite il y a Jacques Caranda, après il y a Blake et Mortimer, le tome 30, après il y a le nouveau Riyad Satouf qui s'appelle Moi, Fadil, le frère volé. Ensuite il y a Le rêve du jaguar de Michael Bonnefoy. Après il y a Les vieux fourneaux, c'est une BD. Je pensais que c'était juste un film, Les vieux fourneaux. Bon. Ensuite donc le Beaux-Arts, c'est Surréalisme au centre Pompidou. Après on a Norek avec Les Garets de l'hiver. Jacques Tardy, Nestor Burma, du Rififi à Ménilmontant, c'est une BD aussi, et Mona Chollet avec son essai Résister à la culpabilisation. Donc c'est assez varié et je pensais pas que ça serait si varié que ça. Bon, pas trop de surprises, hein, parce que bon, les 2 premiers c'est Gallimard et Grasset, donc des grosses maisons d'édition. Mais si on descend un petit peu plus bas, il y a quand même Émile Ferris. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres, le 2e tome. Attendez, j'ai fait Atchoum. Monsieur Tan, Mortel Adèle. Donc il y a un peu de jeunesse quand même, mais je vois pas d'autres. Alors ça, c'est pas cool du tout. Il y a Philippe de Villiers en 16e position, au secours. Et sinon, Maxime Chatham. Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein. C'est dommage. Mais en même temps, oh là là, il y a l'autre du RN, au secours. Il y a pas trop de sorties. Si, en fait, il y en a plein, mais elles sont peut-être pas assez bankable. Mélissa d'Acosta n'a pas sorti un nouvel album, un nouveau livre, par exemple, ni Virginie Grimaldi, ni Aurélie Valogne. Donc c'est intéressant de voir ça de temps en temps. Je regarde pas trop les classements, mais là je regardais, donc je trouve ça intéressant. Voilà, c'est dans le magazine Lire, c'est dans le dernier, et je vais continuer à regarder un petit peu ça. Et j'ai découvert, alors paradoxalement, qu'il y avait un salon qui se tenait en Île-de-France, rue des Archives dans le 3e, qui s'appelle le Salon du Livre, Lire la Nature. Donc trop bien, nanana, croisée de la littérature, de l'art, de la science, de l'environnement. Je vais trop bien sur la nature, sûrement le nature writing. Et ça se passe où? Au musée de la chasse et de la nature, tu dis. Bon, la chasse, je suis pas trop pour, mais voilà. Et il y a notamment un auteur invité à l'honneur, Jane England, celle qui a écrit Dans la forêt. Et il y a aussi Carole Martinez. Alors moi, je l'ai jamais lu, mais je sais qu'elle est très, très aimée et très connue. Sinon, il y a aussi Charles Stepanov, Cédric Gras ou Grasse, et Jean-Christophe Bailly. Et sinon, il y a beaucoup d'autres auteurs. Donc ces romanciers, poètes, essayistes sont réunis tout au long d'un week-end pour échanger sur des thèmes aussi variés que les forêts, les vignes, les territoires inconnus, les mystères du vivant. Il y a aussi Gabriel Filto-Shiba, que j'aime beaucoup, Jean Fouillet, Laure Gauthier, bref, il y en a plein. Vous tapez fondationfrançoissommer.org et le salon s'appelle Lire la Nature. C'est le 1er et 2 février. C'est gratuit et c'est de 10h à 19h. Voilà, ça a l'air cool. Je sais pas si j'aurai le temps. Je vais me le noter quand même. Ça me saoule que ça soit au musée de la chasse en fait. Bon, après, j'associe peut-être ça juste à la chasse et c'est peut-être un musée très intéressant. Mais voilà, je veux pas prôner la chasse non plus de toute façon. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais conclure cette semaine de vlog et puis j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi toujours ce que vous lisez parce que ça m'intéresse toujours. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!